Donc en 2014, Jean-Luc Godard sortait son film Adieu au langage, hein, et il a été interviewé par Patrick Cohen sur France Inter. Et alors, Patrick Cohen lui demande à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez de Quentin Tarantino? La réponse de Jean-Luc Godard est extrêmement connue. On l'écoute. Je reviens à Cannes. Il y a un homme qui sera présent cette semaine à Cannes, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Quentin Tarantino, qui vous adore, qui revendique votre influence, qui a baptisé sa société Bande à part. Oui, il n'a rien payé, oui. En référence à l'un de vos films. Non. Il vous intéresse, Tarantino? Non, absolument. Comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin. Un faquin. Un faquin, oui. Un pauvre garçon. Mais tant mieux s'il est heureux. Ça, alors, j'ai plus de... Autrefois, c'est le genre de gens qu'on détestait ou tout ça. Mais plus maintenant. On laisse aller. Alors Quentin Tarantino a très mal pris il a très mal pris ces insultes parce qu'il aimait bien Godard. Il adorait Godard. Il avait renommé sa société de production, c'est quelque chose de connu. Il l'avait renommé Bande à part, en référence au film de Godard. Bande à part, subtil. Et puis bizarrement, là, depuis 2014, Tarantino ne parle plus beaucoup de Godard, hein. Alors qu'avant, il revendiquait beaucoup son influence. Il était là, ah oui, j'adore, c'est formidable. Et puis du coup, Tarantino a retenu une leçon de cet échange, c'est que maintenant, en fait, on a le droit d'insulter tout le monde, hein. Tant qu'on a un réalisateur bien installé, tant que les gens nous écoutent, hein, tant qu'il y a des médias qui sont là pour nous interviewer, bah ouais, on peut insulter les autres. Alors récemment, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas quand vous m'écouterez, Quentin Tarantino a balancé dans un interview le classement des meilleurs films du siècle, donc du 21e siècle. Donc le classement des meilleurs films qui étaient sortis depuis l'an 2000, selon lui. Et puis dans son classement, bon bah alors son classement, il en a mis 10, et dans son classement, il y a que, alors vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse, en fait il y a que des films extrêmement connus, qui d'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'ils sont tous, c'est que des films états-uniens, hein, il n'y a aucun film qui provient d'ailleurs dans le monde, c'est très centré, hein, je veux bien que Tarantino soit lui-même états-unien, mais il a quand même une réputation, enfin il a quand même toujours eu la réputation d'avoir une assez bonne culture cinématographique, de connaître beaucoup de films. Il y a des films comme Dunkerque, d'accord. Et puis, mais alors, il y a aussi des bons films, figurez-vous, hein. Il y a aussi Mad Max Fury Road, il y a aussi There Will Be Blood. Mais globalement, alors, ça reste des films que tout le monde a vus, hein. Ça reste des films extrêmement connus. Et donc, c'est étonnant, finalement, de la part de Tarantino, de ne pas venir nous étonner un petit peu. À propos de There Will Be Blood, donc, qui, comme je l'ai dit précédemment, est dans son classement, Tarantino a décidé d'insulter un de ses acteurs principaux, qui est l'acteur Paul Dano. C'est quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, tant ça a fait le tour des médias. Alors, je vais citer Tarantino. Ouvrez les crochets. There Will Be Blood aurait de fortes chances d'être numéro 1 ou 2 dans mon classement s'il n'avait pas un défaut majeur. Et ce défaut, c'est Paul Dano. Évidemment, c'est censé être un film avec un duel d'acteurs. Mais il est flagrant de constater que ce n'en est pas un. Paul Dano est tellement faible, c'est le maillon faible du film. Il se fait manger tout cru par Daniel Day-Lewis. Austin Butler aurait été merveilleux dans ce rôle. C'est juste un type tellement faible, nul et inintéressant. Bon, ça a fait beaucoup réagir, cette petite histoire. Il a aussi insulté en passant l'acteur voilà, je sais pas comment ça se dit, Matthew Liard, qui lui d'ailleurs avait été beaucoup consterné par ces insultes, hein. Mais enfin, il en est pas à son coup d'essai parce que, alors en 2022, il avait déjà raconté pas mal de trucs, notamment il avait écrit pas mal de trucs sur François Truffaut. Il avait écrit des trucs aussi dans son bouquin Cinema Speculation, qui films quand même qui sont globalement appréciés par les gens, hein. Ouvrez les crochets. Je ne peux imaginer alors il parle de Brian De Palma quand il parle de Brian De Palma dans cet extrait. Je rouvre à nouveau les crochets. Je ne peux imaginer De Palma appréciant un film relativement correct comme Le Boucher de Chabrol, le qualifiant de film à suspense sans suspense. En revanche,
Je peux tout à fait imaginer De Palma rebuté par le côté amateur, tâtonnant et maladroit de La mariée était en noir de François Truffaut. Alors oui, c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire en fait parce que il s'avère que, bon, pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, pour les 3 du fond, qui sont probablement plus que 3 d'ailleurs, pour les 5 du fond, qui ne sont toujours pas au courant, Kill Bill, le film, est très fortement inspiré, est presque un remake en fait du film La mariée était en noir, réalisé par François Truffaut dans les années 60. Alors, c'est un sujet un petit peu compliqué pour lui parce qu'on lui a fait beaucoup remarquer, hein. Bon, pour ceux qui connaissent pas La mariée était en noir, c'est un film, bon, c'est un des films les plus connus de la nouvelle vague en fait. Le synopsis du film, c'est pratiquement le même que Kill Bill, encore une fois. C'est une mariée dont le mari s'est fait tuer le jour de son mariage et qui décide d'aller se venger tour à tour sur les différents responsables. Mais globalement, c'est juste une trame principale qui est la même. Il y a un détail par contre qui est quand même un petit peu lamentable. Dans La mariée était en noir, qui est un film que je conseille, qui est un film que je trouve aussi assez sympa, qui est dans une ambiance totalement différente, et de toute façon qui est réalisé dans un contexte tout à fait différent. Même si du coup Tarantino n'assume absolument pas, hein, le mec assume absolument pas de s'être inspiré de ce film, parce que le mec n'aime pas trop Truffaut. Même dans son livre Cinéma Spéculation, hein, il revient très souvent sur La mariée était en noir, et à chaque fois c'est pour en dire de la merde comme ça. Vraiment, le mec, je pense qu'il a quelque chose à se reprocher officiellement, hein, sur le sujet. Il y revient toujours. Que dirait Freud finalement? Je pense que au fond, il aime ce film. Je suis persuadé qu'au fond, il l'aime. Donc Tarantino a insulté Paul Dano, d'accord, très intéressant, merci monsieur. Bon, je pourrais profiter de cette actualité pour du coup présenter Paul Dano, finalement présenter la carrière de cet acteur qui est finalement très intéressante. Parce que si ça se trouve, en fait, Tarantino voulait juste faire de la pub pour Paul Dano, hein. Il voulait juste faire l'éloge de Paul Dano. Écoutez, il y a plein de monde qui connaissait pas Paul Dano avant que Tarantino en parle. Et finalement, si Tarantino avait dit du bien de lui, s'il en avait fait l'éloge, bah, on en aurait beaucoup moins parlé maintenant que là, maintenant, où il a dit c'est de la merde, c'est le grand complot, le complot tarantinesque, celui qu'on ne soupçonne pas. Il est enfin mis au goût du jour, il est enfin mis au devant de la scène. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais m'intéresser sur le personnage des deux qui est le plus connu en fait, hein. Celui que tout le monde connaît hein, finalement, hein. On va s'intéresser au truc que tout le monde connaît, mais en même temps, voilà, c'est la première fois de ma vie que je fais un podcast. Il faut aussi que je perce. À un moment, il faut aussi parler les gens sont simples, ils ont besoin qu'on leur parle de choses qu'ils connaissent déjà. Ce qui est terriblement malheureux, mais heureusement, on va s'intéresser ici alors, donc, on va s'intéresser un peu au film de Tarantino, mais j'aimerais bien surtout m'intéresser aux films de Tarantino, on va dire les moins, entre guillemets, connus. Oui, parce que tous les films de Tarantino sont hyper connus, hein. Le mec, il en a pas fait des basses en plus, il en a fait 10, 10 longs métrages, du moins. Et il a pas fait beaucoup de courts-métrages, hein. Il a fait un court-métrage inachevé dans les années 80, il me semble, que personne n'a vu, moi je l'ai pas vu. Il paraît que c'est intéressant parce qu'on y retrouve des éléments. Alors du coup, le court-métrage en question s'appelle My Best Friend's Birthday. Il paraît que le court-métrage est donc assez intéressant parce qu'on y retrouve pas mal d'éléments, d'idées, de scènes qui reviendront plus tard, en bien mieux évidemment, dans sa carrière cinématographique. Après, voilà, il avait aussi réalisé, avant de faire le film Reservoir Dogs, il avait réalisé un court-métrage. Et du coup, je voudrais parler des films de Tarantino qui sont un petit peu moins, disons, un peu moins populaires, quoi. On va pas parler de Kill Bill, enfin, j'ai un peu parlé de Kill Bill, mais on va pas parler trop de Pulp Fiction, on va pas parler de ces films-là, mais on va plutôt parler de ces films un peu moins connus que là où on est sûr que tout le monde a vu les autres. Ceux-là, vous les avez peut-être pas vus, et surtout j'aimerais bien m'intéresser aussi aux films qui sont liés à ces films-là, c'est-à-dire parce que bon, c'est quelque chose encore une fois que tout le monde sait, mais Tarantino a un cinéma extrêmement référencé, hein. Et donc là j'aimerais m'intéresser aux films références, histoire si cela peut titiller votre curiosité par rapport à ceci, c'est formidable. Du coup, je voudrais parler en premier de Reservoir Dogs. Bon, celui-là, pour le coup, il est assez,
il est assez connu. Je pense que c'est quand même assez important d'en parler parce que c'est quand même, bon, c'est son premier long métrage. C'est celui-là qui l'a lancé dans sa carrière. C'est un film que je trouve vraiment formidable. Évidemment, on retrouve tous les éléments qu'on retrouvera plus tard dans ses autres films, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, la principale source d'inspiration de Reservoir Dogs, c'est un film hongkongais réalisé par Lingo Lam quelques années plus tôt, vers la fin des années 80, si je ne me trompe, qui s'appelle City on Fire. Et en fait, ce qu'a fait Tarantino, tout simplement, c'est qu'il a pris les... Alors, City on Fire, c'est une histoire de braqueur à Hong Kong. C'est un film qui est terriblement bien mis en scène. On est typiquement dans les prémices de ce que vont être après les films d'action hongkongais un peu plus connus. Vous connaissez le The Killer, Il était une fois en Chine, ces trucs-là. Et en fait, ce que fait Tarantino quand il fait Reservoir Dogs, c'est simple. Il prend en fait les 15 dernières minutes de City on Fire et il en fait un film de 1h40 à peu près. Je crois qu'il dure à peu près 1h40 dans mes souvenirs. Mais globalement, voilà, Tarantino s'intéresse en fait à un lieu. Souvent, quand on s'intéresse au braquage, on s'intéresse beaucoup au braquage. Donc, on s'intéresse beaucoup à là où se déroule le braquage, à la banque. Et ici, Tarantino ne s'intéresse absolument pas à la banque. D'ailleurs, on ne voit absolument pas la banque de tout le film. On ne voit même pas le braquage. On en parle, hein, mais on ne le montre pas. Ça vient du constat principal, enfin du constat qu'on n'a pas assez de pognon pour faire une scène d'action assez grande qui serait celle du braquage. Et donc on va s'intéresser évidemment au lieu où les braqueurs sont censés se retrouver après le braquage. Parce que souvent dans les films, on s'intéresse rapidement au lieu, parce il faut forcément un lieu de rendez-vous après avoir fait le taf. Mais on s'intéresse rarement plus que ça, on s'intéresse rarement. Et là, en fait, ce que je trouve très fort, c'est que ce lieu est vraiment... Bon, alors forcément, c'est un huis clos, donc évidemment, on ne voit pratiquement que le lieu, à part, bon, il y a quelques flashbacks, tout ça, mais sinon, on voit, en fait, dans comment on va dire, la timeline principale, on ne voit que ce lieu-là, et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que on a disons que l'architecture du lieu en elle-même, qui est donc un vieil entrepôt un peu désaffecté, un peu tout pourri, c'est typiquement le genre de bâtiment qu'on trouve au milieu, dans des milieux urbains. En l'occurrence, là, dans le film, on comprend que on est à côté d'un vieux parking, on est au milieu de Los Angeles. On a vraiment cette ambiance assez glauque à l'intérieur de l'entrepôt, et je trouve que ça marche particulièrement bien, quoi. Mais du coup, pour revenir sur City on Fire, en fait, ce que fait Tarantino, c'est qu'il reprend les 15 dernières minutes de City on Fire. Donc, parce que dans City on Fire, on a le braquage, on a les préparations avant le braquage, on a même le braquage que l'équipe, enfin le braquage précédent que fait l'équipe de braqueurs. Puis le film se conclut par le point de rendez-vous, alors que le braquage vient complètement, le casse a foiré en fait. Et du coup, le film s'intéresse au point de rendez-vous des braqueurs, là où ils sont censés se retrouver. Évidemment, il y a tout qui foire. De toute façon, c'est exactement la même histoire que Reservoir Dogs après. Mais exactement la même histoire, sauf que ça dure que 15 minutes. Et donc, d'ailleurs, Ringo Lam avait un petit peu salué cette idée, parce que c'est vrai que c'était une assez bonne idée. Et moi aussi, je salue cette idée, en tant qu'expert, en tant que personne qui est absolument zéro bon film à mon actif. Je salue aussi cette idée. Ensuite, évidemment, l'autre référence principale, c'est l'Ultime Razzia, qui est du coup l'un des premiers films de Stanley Kubrick. Je crois que c'est son deuxième long métrage après Le baiser du tueur. On peut même dire que c'est son premier film vraiment important, parce qu'avant ça, Stanley Kubrick avait fait bon, Le baiser du tueur, qui est un film assez sympa, mais sans plus, quoi. Il avait fait des documentaires aussi, des mini-documentaires qui sont assez connus. Il y a celui où il suit un boxeur, et puis il y a celui où il suit je sais plus quoi, un prêtre catholique. Et du coup, l'Ultime Razzia, c'est un film de braquage. Et en fait, c'est un film que je définirais par enfin, en fait, c'est un film qui définit bien le fait qu'il n'y a aucun espoir. Vous savez, c'est le genre d'histoire où à chaque fois qu'on va le voir, on se dit ah ok, allez, cette fois-ci ils vont y arriver, cette fois-ci ils peuvent le faire, ils vont réussir leur braquage. Et en fait, évidemment, comme toujours, il y a tout qui foire. Le braquage se passe super bien, mais c'est au lieu de rendez-vous que tout foire, qui finissent tous par s'entretuer. Et du coup, c'est à la fin de l'Ultime Razzia qui a ce plan assez connu où tu as en fait, où tu penses que le personnage, le seul personnage du groupe, euh, je divulgage un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément la fin qui est extrêmement connue pour le coup.
mais plutôt le reste du film qui est vraiment que je trouve vraiment sympa. Mais du coup, pour revenir sur cette fin, c'est parce que c'est une fin qui a été reprise dans plein d'autres films après. Le personnage pense qu'il va enfin pouvoir se barrer en avion et sa valise. Il s'avère qu'il y a un chien qui passe. Je sais plus exactement ce qui se passe, mais je crois qu'il y a un chien qui passe sous sa valise et du coup sa valise tombe du chariot à valise à l'aéroport et du coup il y a tous les billets qui s'envolent. Et le fait que tous les billets s'envolent, évidemment, ça nous fait comprendre à nos spectateurs que bon, il allait s'en tirer, mais déjà, en fait, non seulement on sait qu'il va se faire chauffer parce qu'il s'est fait repérer, parce que tous les billets qui s'envolent dans tous les sens, les billets du braquage qui vont partout, bon bah on sait que c'est pas très discret quoi, alors que le mec essaye d'être discret depuis le début du film. Et puis ensuite, c'est littéralement l'argent qui s'envole, tout espoir qui s'envole, tout espoir de se barrer et de s'enrichir. Et du coup, c'est un truc qui a été repris. Je pense notamment à. Il y a le film de David Fincher. J'ai failli dire David Lynch, au secours. David Fincher, Panic Room, où à la fin il y a ça. Et il y a aussi le film Mélodie en sous-sol, réalisé par. Je me rappelle plus. Henri Verneuil, voilà. Où tu as du coup Alain Delon qui laisse tomber tout l'argent dans la piscine et il y a tous les billets qui remontent. Et du coup, je trouve que c'est une assez belle exploitation. Ils ont une belle réexploitation, une belle réinterprétation de l'idée de Kubrick. Et puis pour ceux qui connaisseraient vraiment pas l'Ultime Razzia, en fait, bah, c'est un film qui a inspiré pas mal d'autres films de braquage et d'autres films globalement où il y a un mec qui tire sur d'autres mecs avec un flingue. T'as le fait que le braqueur cache ironiquement son fusil dans une boîte à bouquet de fleurs, qui a été reprise dans d'autres films. Là, je pense c'est dans Le Parrain, je crois qu'il y a ça. Et je crois qu'il y a ça c'est dans Terminator, je sais plus lequel. Dans le 2, je crois. Bon, j'aimerais bien parler de Pulp Fiction. Malheureusement, Pulp Fiction, encore une fois, c'est un film que tout le monde connaît, a vu et a apprécié. C'est un film qui a déjà été interprété, réinterprété, disséqué, dépecé, analysé au rayon X, envoyé au service secret chinois, puis revendu aux GAFAM, hein, aux GAMAM globalement, à Google, Facebook, tout ça, qui après exploite toutes les données en fait et qui fait plein de pubs. Donc globalement, voilà, il fallait activer les cookies en fait. Mais du coup, oui, tout a été dit sur Pulp Fiction. On va passer. Alors, il y a une théorie très intéressante sur Pulp Fiction, cependant, qui n'a pas été dit. Hein. C'est que moi, je suis. Et ça, c'est quelque chose qui a été scientifiquement prouvé, d'accord. C'est que chaque personne de la vie, en fait, symbolise un personnage de Pulp Fiction, d'accord. Et ça, c'est scientifiquement prouvé par les psychologues, en fait, tout simplement. Et vous, alors, vous êtes quel personnage de Pulp Fiction? Vous êtes plutôt Samuel L. Jackson? Vous êtes plutôt Bruce Willis? Ou alors vous êtes plutôt le mec qui se fait défoncer dans la cave? Ou alors vous êtes Marvin? Bon, du coup, je propose qu'on passe à son film Jackie Brown, qu'il a sorti en 1977. Et pour le coup, ça, c'est un film alors qui, à sa sortie, en fait, était sorti après Pulp Fiction. Donc les gens s'attendaient à un truc un petit peu similaire, et il s'avère que Tarantino a proposé un film dans un registre un petit peu différent, et du coup, le public a moins été au rendez-vous parce que ça n'a pas été ce qu'il attendait. Cependant, c'est un film que je trouve vraiment formidable. Et si c'est un hommage, en fait, à un mouvement de cinéma des années 70 assez connu, un mouvement de cinéma états-unien, hollywoodien, qu'on appelle la Blaxploitation, évidemment. Alors déjà, c'est dérivé d'un principal, on va dire, type de film de l'époque, donc des années 70, qui s'appelait l'exploitation. Je parle extrêmement bien anglais. Je pars en Erasmus l'année prochaine. Je doute que ça puisse être possible, au vu de mon niveau terrible en anglais. Bref, l'exploitation, en fait, donc globalement, l'exploitation, le concept, c'est des mecs qui font des films et dont l'objectif est que le film fasse le plus d'entrées possible. Hein. Ils veulent exploiter le film, d'où le nom. Et globalement, à cette époque-là, donc dans les films d'exploitation, qui sont globalement des films de série B, qui n'avaient pas beaucoup de budget, machin, tout ce qu'on trouvait à faire, c'était explorer et utiliser des thèmes sulfureux, en fait, hein, pour attirer l'attention des gens et puis pour faire rentrer pas mal de gens. Et à cette époque, alors on ressort quand même d'une certaine
ségrégation raciale vis-à-vis des Afro-Américains dans le cinéma hollywoodien, où parfois ils sont représentés avec des clichés pas possibles, et où parfois où ils sont juste pas représentés, et où bon, il y a pas mal de dingueries quand même qui sont sorties à cette époque dans dans les films états-uniens. Et donc à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a tout un public afro-américain qui pourrait être au rendez-vous. Et donc dans des cinémas de quartier afro-américains, on va diffuser des films, on va comment concevoir, réaliser, c'est un mot un petit peu plus adéquat, réaliser des films qu'on va appeler les films de Black Exploitation. Donc Black Exploitation. Ce seront des films globalement destinés à attirer les communautés afro-américaines dans les salles. Et donc il y avait des cinémas à l'époque qui étaient des cinémas de Black Exploitation. Enfin, à l'époque, ils ne se définissaient pas comme ça. Mais maintenant, on pourrait les définir comme des cinémas de Black Exploitation. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait quand même. Enfin, à l'époque où Internet n'existait pas, on avait des cinémas spécialisés, hein. On avait les cinémas de Black Exploitation, on avait les cinémas de western. On avait parfois les cinémas porno, évidemment, puis on avait les cinémas machin, les cinémas machin. Bon, maintenant, c'est fini. Mais voilà. Bref, dans ces quartiers donc étaient diffusés ces films-là, et donc c'était des films qui étaient réalisés avec des acteurs afro-américains, par des afro-américains, c'était toute une époque. Et donc il y a des films assez connus qui sont issus de cette époque. La référence principale, c'est le film Shaft, réalisé par Gordon Parks au début des années 70. Il y a aussi un autre film qui a beaucoup inspiré Tarantino, qui est le film Coffee. Alors je n'en ai vu aucun des deux, parce que c'est des films qui sont pas très connus en France, en fait, c'est des films qui sont... bon, c'est des classiques de ce mouvement-là, mais c'est vrai que on peut pas dire que c'est des films qui soient énormément diffusés, mais c'est quand même des principales inspirations pour Jackie Brown. Jackie Brown, d'ailleurs, dont j'ai pas clairement parlé. Alors en fait, Jackie Brown, bon, c'est souvent défini comme étant le film le plus tranquille entre guillemets de Tarantino. C'est clairement son film le moins violent, celui va le moins dans ses délires, tout ça, tout ça. Ce qui, je trouve, est assez reposant quand on y pense. Le film comporte quand même pas mal de scènes, voilà, des scènes un petit peu marrantes, complètement dans son style, et je trouve ça assez formidable. Et du coup, en fait, c'est un film policier, comme l'étaient beaucoup de films de Black Exploitation, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Les films principaux de Black Exploitation étaient des films policiers, en fait. Pas tous, mais c'était beaucoup des films policiers. En l'occurrence, les deux que j'ai cités en sont. Bon, alors récemment, il y a un film alors, je ne pense pas que ce soit non plus un immanquable, et d'ailleurs, on peut pas vraiment dire que c'est un film pas très connu, hein. C'est un film qui a quand même beaucoup fait parler de lui. Mais je pense que, étant donné le sujet qu'on aborde, il me semble assez important de l'évoquer. C'est le film Sinners, réalisé, donc c'est le dernier film, à l'heure où je parle, encore une fois, je ne sais pas à quelle heure on m'écoute, mais à l'heure où je parle, c'est le dernier film de Ryan Coogler, qui est sorti cette année, en 2025, et qui est un film clairement en hommage à cette période, et clairement, outre l'hommage, c'est clairement un film sur cette période, et un film sur le cinéma afro-américain en règle générale, parce que c'est vrai que dernièrement, et alors bon, il y a un YouTuber qui a fait une vidéo assez intéressante sur le sujet, qui est assez connue, qui s'appelle Bolchegeek en français, que je vous invite au visionnage si c'est un sujet qui vous intéresse davantage, parce que sa vidéo dure, je sais pas, 1 heure et quelques, et là je vais en parler pendant quelques minutes seulement, mais donc globalement, voilà, si vous voulez approfondir, puis si vous voulez vraiment approfondir, lisez des livres en fait, hein, passez pas votre temps à regarder des vidéos de débiles, à écouter des podcasts débiles, hein, lisez des livres, instruisez-vous en fait. De quoi je parlais? Oui, de Sinners. Pour le coup, Sinners, c'est un film qui est très inspiré en fait d'un autre film, pas de Tarantino, mais qui a été coécrit par Tarantino et dans lequel joue Tarantino, qui est évidemment Une nuit en enfer. C'est quelque chose qu'on lui a beaucoup, entre guillemets, reproché. Je ne pense pas que ce soit forcément un reproche, quand on sait que Une nuit en enfer est un film lui-même qui s'inspire pas mal des autres films, de tous les films de série B, qui était un film clairement où les mecs s'amusaient, quoi. Hein, pour ceux qui connaissent pas, t'as Robert Rodriguez, Tarantino, t'as Harvey Keitel, t'as George Clooney, j'avais oublié son nom. J'oublie tout le temps le nom des gens en ce moment, c'est terrible. Donc t'as ces quatre personnes qui se tapent un gros délire en fait, qui se tapent un gros délire, le film qu'ils auraient adoré voir adolescents probablement, ils sont en train de le faire. Et c'est un film absolument délirant, et c'est un film absolument culte, dans lequel en fait on a ce truc assez original où on a vers le milieu du film, je vais pas divulgacher, je veux quand même donner envie de le voir, mais on a au milieu du film ce revirement
ce revirement, ce twist où le film en fait change de genre. Truc qu'on retrouve aussi dans Sinners, puisqu'en fait, oui, les synopsis des films sont globalement assez. C'est pratiquement les mêmes. C'est pas vraiment les mêmes, évidemment, mais bon, c'est pratiquement. C'est la même, on va dire, structure. C'est le même principe. C'est des films qui fonctionnent sur le même principe. Et en fait, un reproche qu'on pourrait faire à Sinners, par contre, c'est un reproche qu'on fait souvent à certains films. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça quand même, mais c'est de faire en fait ce qu'on appellera du sous-Tarantino. Hein. Bon, pour ceux qui s'en rappellent, c'est le reproche qu'on faisait souvent à un type dont on ne parle absolument plus en 2025, qui s'appelait Guy Ritchie à une époque, qui avait fait, donc c'était notamment sur ses premiers films, qui sont Arnaque, Crime et Botanique et Snatch. Donc globalement, pour ceux qui ne connaissent pas ces films-là, bien que ce soit encore une fois des films assez connus, c'est un peu comme des films réalisés par des adolescents de 15 ans, fans de Tarantino, qui veulent rendre hommage à Tarantino, donc comme il en a existé plein, comme beaucoup de monde, beaucoup trop de monde a fait d'ailleurs dans l'histoire de la vie. Sauf que là, l'adolescent de 15 ans en question, fan de Tarantino, s'appelle Guy Ritchie, et il a plein de pognon pour faire ses films, et il a Brad Pitt, et il a Jason Statham, et donc il a fait des films comme ça qui étaient un petit peu disons un petit peu délirant. Je trouve que ses premiers films avaient au moins une personnalité, j'ai envie de dire. Ils sont critiquables sur certains points, mais je dois dire que je les aime bien. Je trouve que ils ont un style, ils arrivent à se réapproprier, on va dire, ce qu'avait déjà fait Tarantino en bien mieux, mais pour avoir un style que je trouve un peu personnel. Et donc c'est pour ça que c'est des films que j'apprécie et dont j'invite au visionnage, même si globalement c'est des films. Bon, si vous avez plus de 15 ans, peut-être que vous aurez plus de mal à apprécier ces films, encore une fois, mais ça reste des films assez sympas. Et bon, après, Guy Ritchie a essayé de faire pas mal d'autres, on va dire, pas mal d'autres trucs qui sont clairement moins des réussites, entre guillemets. Mais j'aime bien l'ambiance, entre guillemets, Mean Street, qui a Arnaque, Crime et Botanique, qui est un peu mêlé, du coup, à un univers très proche de celui de Pulp Fiction, notamment avec des personnages qui ressemblent un petit peu. On sent qu'il a très très forte inspiration là. Hein. Bon, il y a aussi eu, dans le même délire, il y a aussi eu la série Pusher, réalisée par Nicolas Refn au Danemark. Danemark. Donc qui date à peu près de la même époque, qui sont un petit peu plus récentes et que je préfère quand même. Je trouve que c'est des films qui pour le coup ont une personnalité un petit peu plus propre. Et en France, on a aussi un film que je n'ai pas vu qui apparemment s'inspire beaucoup de Pulp Fiction. Ouais, du coup, je fais une petite digression sur Pulp Fiction parce que là, comme on en parle, qui s'appelle J'ai toujours rêvé être un gangster. Malheureusement, c'est un film que je n'ai pas vu parce que je ne le trouve pas. Mais du coup, bah, je vais arrêter d'en parler parce que s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est vraiment les. S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les gens qui parlent de films donc qui n'y connaissent rien. Donc je vais éviter de faire ça. Donc je vais pas en parler, mais je vais juste dire que le film existe. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Une référence aux affranchis, je pense. Je pense. C'est ma théorie. On était sur Sinners de base. La digression était quand même assez forte. Sinners, donc c'est quand même un film assez sympa, qui s'inspire encore une fois de la série B, qui s'inspire de pas mal de trucs, qui a des scènes assez cool. Je pense que sans Tarantino, clairement, on n'aurait jamais eu ça, et sans plein d'autres trucs. Hein. C'est pas que sans Tarantino. Ce genre de film-là, c'est un amas de plein de trucs, et c'est quelque chose, c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Aussi bien chez Tarantino, parce qu'encore une fois, sans plein d'autres trucs, on n'aurait pas eu Tarantino non plus. Et j'espère que je suis compréhensible dans ce que je dis. J'espère que je ne perds personne avec mes conneries. Après, concernant Ryan Coogler, je pense que c'est une assez bonne nouvelle de voir qu'il s'est, du coup, officiellement avec ce film, entre guillemets, débarrassé, enfin, il a fait ses preuves, entre guillemets. J'aime beaucoup utiliser cette expression, Jean-Marc, entre guillemets. Je vais essayer d'en utiliser une autre. Nous pourrions dire que monsieur Ryan Coogler a, en 2025, officiellement fait ses preuves, puisque il n'aura probablement plus à réaliser des films commerciaux pour voilà, faire d'autres projets qui seront probablement plus personnels et qui peuvent être assez intéressants. Moi, je suis preneur. J'ai bien aimé Sinners, même si on pourra le reprocher pas mal de choses. Je ne pense pas que ce soit le film de l'année non plus, comme certains disent, mais voilà. Et c'est un peu du tout Tarantino, on va quand même pas se mentir. Bon, alors il y a un autre film de Tarantino qui a été, pour le coup, assez mal. Alors là où Jackie Brown avait quand même été plutôt bien reçu à sa sortie, il y a un film de Tarantino, qui est le seul film de Tarantino d'ailleurs, qui a été assez mal reçu à sa sortie. C'est évidemment, je parle de Boulevard de la Mort. Voilà, alors souvent celui-là, c'est celui que les gens aiment le moins. C'est vrai que là, Tarantino, tout est bien,
sauf le truc là, le truc avec les voitures au milieu de sa carrière, on sait pas trop ce qu'il a foutu. C'est quoi? C'est son cinquième film. Voilà, donc c'est vraiment au milieu de sa carrière. Voilà. De la même manière que Jackie Brown, il rend ici hommage au film de série B qu'il a beaucoup vu dans son enfance en fait. Il a beaucoup fréquenté des cinémas comme ça, il a fréquenté tout type de cinéma. Tout à l'heure, on parlait des cinémas qui étaient présents dans les quartiers afro-américains. Il s'est amusé beaucoup à fréquenter ces cinémas-là parce qu'il savait que c'était dans ces cinémas-là qu'on voyait ce genre de films-là et pas ailleurs en fait. Et de la même manière qu'il a beaucoup fréquenté les cinémas qui diffusaient les films Greenhouse. Donc en fait, c'était des films qui étaient faits clairement avec pas beaucoup de moyens, qui étaient des espèces de films d'horreur, entre guillemets, des petits films d'horreur un peu marrants comme ça, parfois un petit peu nadardesques, parfois plutôt sympas, et auxquels il a vraiment voulu rendre hommage. Alors, c'était un diptyque qu'il avait fait avec du coup son ami Robert Rodriguez, dont j'ai parlé tout à l'heure. Du coup, d'un côté, tu avais. Donc, c'était un diptyque qui s'appelait Greenhouse. Du coup, tu avais Boulevard de la Mort et Planète Terreur, le film du coup réalisé par Robert Rodriguez. Donc Boulevard de la Mort réalisé par Tarantino et Planète Terreur réalisé par Robert Rodriguez. J'essaye d'être le plus clair possible. Et d'ailleurs, ils avaient à l'époque organisé des séances de cinéma. En fait, le principe était de la même manière qu'à l'époque. À l'époque de Tarantino, quand lui il était jeune, parce qu'il faut savoir que Tarantino est quelqu'un d'extrêmement vieux en fait, hein. À l'époque que Tarantino était jeune, quand on allait voir les films Greenhouse, en fait, on allait voir tout simplement. C'était souvent pour le prix d'un billet, t'avais plusieurs films dans la soirée. En fait, c'était des soirées où alors t'avais un petit film, puis t'avais un film principal. Bon, c'était ce genre de programme un peu marrant. Et du coup, ils avaient reproduit ce concept-là en diffusant les deux films Boulevard de la Mort, puis Planète Terreur. Ou je sais plus dans quel ordre ils les ont passés. Mais bon, voilà, ils avaient passé les deux, ils en avaient fait entre guillemets un film. Un autre truc auquel rend hommage Boulevard de la Mort, c'est ce qu'on va appeler les slashers routiers en fait, qui était aussi un genre qui était très présent dans la série B, mais pas que. Bon, il y a un slasher routier qui est très connu, c'est évidemment le premier film, le premier long métrage de cinéma, parce qu'avant ça, il avait fait des téléfilms, qui d'ailleurs avait été réalisé comme étant un téléfilm, puis après a été refait en long métrage de cinéma, donc bon bref, c'est le premier long métrage de cinéma de Steven Spielberg qui s'appelle Duel. Pour ceux qui connaissent pas Duel, le principe de Duel c'est simple, c'est un mec qui est dans le désert des États-Unis, californien disons, je sais même pas si ça se passe vraiment en Californie, mais j'y connais rien. Oui, allez, on va dire que c'est la Californie. C'est un mec qui doit faire un trajet et puis il se trouve traqué par un camion en fait. Le mec il est en voiture et il y a un gros camion qui le traque et en fait c'est un film que je trouve très fort parce que finalement c'est un concept extrêmement simple. C'est juste un mec sur 1h40 de film qui se fait courser par un camion dans le désert, et pourtant il arrive à en faire un vrai film terrifiant en fait. Le camion est absolument terrifiant, et je pense que il y a souvent une question qui revient, que les gens se posent entre eux, parce que ça les fait marrer. C'est quoi votre méchant préféré de cinéma, votre personnage méchant? Et ben moi clairement, alors on m'a jamais posé cette question, parce qu'on s'intéresse pas à moi, c'est malheureux, mais clairement si un jour on devait me la poser, si un jour par hasard, je répondrais clairement que mon méchant préféré dans l'histoire du cinéma, c'est ce camion en fait. Donc c'est pas vraiment un méchant, c'est un véhicule. Mais en fait, le camion, déjà, ils ont pris le camion le plus terrifiant du monde. Ils ont pris c'est un gros camion avec des gros phares, on dirait des yeux. Le camion est un monstre. C'est un monstre qui n'est pas composé de matière organique, hein, qui est composé de ferraille, de. Bon, écoutez, je sais pas exactement de quoi est composé un camion en vrai, j'y connais rien en camion, j'ai jamais conduit un camion de ma vie, j'ai pas mon permis camion, j'ai jamais vu un camion de ma vie. En plus, aux États-Unis, ils ont des camions pas possibles avec des gros camions comme ça. Alors, c'est un gros camion américain, vous voyez le genre de gros camion américain, comme dans C'est pas sorcier, c'est comme le camion de C'est pas sorcier, mais en pire. Et en plus, contrairement au camion de C'est pas sorcier, qui lui est plutôt stylé parce que dessus il y a écrit C'est pas sorcier, et ben là le camion il est dégueulasse, d'accord, il est tout rouillé, il est tout moche, tu sais pas d'où il vient, c'est limite s'il est pas immatriculé, et à aucun moment tu vois la personne qui conduit le camion. Le mec se fait courser par un camion. En plus, un camion, je suis désolé, ça peut être extrêmement dangereux. Si tu te prends un camion dans la gueule par exemple, bah tu vas tout simplement mourir. Et en fait, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien dans le film, c'est le fait que le personnage il est coincé avec ce camion, comme si c'était un huis clos. Alors c'est pas du tout un huis clos, c'est plutôt un road movie, pour appeler ça comme ça. Je ne sais pas vraiment comment on pourrait appeler ça, mais voilà, c'est clairement
ce genre de film, et du coup ça marche, je trouve que ça marche extrêmement bien dans Duel, et d'ailleurs c'est un film qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, c'est la raison pour laquelle c'était originairement un téléfilm qui avait été adapté, enfin qui a été prédiffusé en cinéma en tant que film de cinéma, et que après Spielberg a pu faire d'autres films. Bon, puis après, on sait ce que Spielberg a fait comme film. Je vais pas m'amuser à, je vais pas m'amuser à parler de Spielberg. Voilà, Spielberg, c'est comme Tarantino, tout le monde le connaît de toute façon. Mais c'est vrai que Duel, c'est l'un de ses films pas trop connus parce que c'est vrai que c'est un qu'il avait fait à l'époque où il débutait encore. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, on lui souhaite une bonne carrière. Alors, il y a un autre film de Tarantino que bizarrement, les gens se rappellent un peu moins, et j'ai jamais trop compris pourquoi, parce que personnellement, c'est mon préféré. C'est mon de tous les films qu'il a fait, je pense que c'est le plus intéressant, le plus fort en fait dans ce qu'il arrive à faire, et celui qui va le plus au bout de l'idée. En fait, tout ce que j'adore chez Tarantino, c'est présent dans ce film-là. Évidemment, parmi les films moins populaires de Tarantino que de sa carrière, il en reste un que j'ai pas cité, c'est Les Billes Salopards en français. En anglais, The Hateful Eight. C'est un nom qui est pas mal. La traduction en français est pas mal, je dois dire. J'aime bien. Mais j'aime beaucoup le nom en anglais quand même, The Hateful Eight. J'aime bien le jeu de mots. Mais alors, avant de parler de The Hateful Eight, je pense que ça me paraît quand même un peu important de revenir sur Django Unchained. Donc, pour le coup, Django Unchained, c'est un film, encore une fois, que vous connaissez, avez vu et apprécié, mais je pense que ça me paraît intéressant de revenir sur Django Unchained, qui est donc un western qu'il a fait en 2012, qui était clairement un hommage cette fois-ci au western spaghetti, tout ça, on connaît. Hein. Il n'y avait pas besoin d'être un génie pour se rendre compte, pardon, de l'hommage, mais que clairement Django Unchained, c'est cool. Mais j'aimerais quand même revenir sur Django Unchained parce que c'est vrai que c'est limite, on va dire, Les Huit Salopards est un petit peu comment dire, une suite spirituelle, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans le sens où c'est pas vraiment une suite, mais où le fait qu'il l'ait fait après dans sa filmographie n'est pas vraiment un hasard en fait. Mais du coup, Django Unchained, c'est un film qui dure à peu près 2h40. C'est un film avec beaucoup de personnages. Il y a des scènes avec beaucoup de figurants, avec des décors parfois assez impressionnants. Hein. Il y a le décor d'une maison, et il y a la maison, il y a plusieurs maisons, des espèces d'esclavagistes qu'on retrouve tout au long du film. Il y a aussi pas mal de décors. Les traditionnels décors de la ville du western, évidemment, hein, que là, Tarantino s'est amusé à faire reconstruire en 2012. Alors que ça faisait depuis longtemps, à mon avis, qu'il n'y avait pas des décors de western qui avaient été construits dans des studios de cinéma. Voilà, clairement. Et c'est un film aussi avec beaucoup de paysages, avec des couleurs très, on va dire, très claires, très chaudes. C'est aussi un film avec une grande diversité de scènes. Du point de vue de l'histoire du film, de l'histoire intradiégétique du film, sont extrêmement espacés dans le temps. C'est-à-dire qu'entre le début du film Django Unchained, chronologiquement, et la fin du film, il y a bien quelques mois qui se sont écoulés, quelque chose comme ça, quelques semaines peut-être. Bon, il y a clairement plusieurs jours. Moi, je dirais même plusieurs mois en fait, hein, clairement. Oui, parce que c'est vrai qu'à un moment ils sont en hiver, puis qu'à un moment ils reçoivent en été. Donc oui, clairement, il y a eu plusieurs mois qui se sont écoulés dans le film. Donc c'est un film qui s'étale beaucoup. C'est un peu, ça reprend quelques codes, on va dire, de la fresque. Moi, j'aime bien. Moi, petite parenthèse. Moi, j'aime beaucoup le fait que Tarantino a fait deux films entre guillemets. Enfin, il a fait des films entre guillemets historiques. Donc Django Unchained, Inglourious Bastard. Donc, Django Unchained, c'est un film qui va se passer pendant la période de l'esclavage, en fait, juste avant la guerre de sécession. Ça se passe quelques années avant la guerre de sécession. Ça montre en fait l'esclavage des Afro-Américains aux États-Unis. Et Inglourious Bastard, ça montrait la Seconde Guerre mondiale, l'occupation nazie en France. Et moi, j'aime beaucoup le fait qu'il ait fait ces films-là. En fait, d'habitude, quand on fait un film, quand on écrit un film, parce que c'est lui qui les écrit évidemment, ça c'est pas la peine de le rappeler de toute façon. Quand on écrit un film et qu'on réalise un film sur des événements historiques, normalement le premier réflexe qui devrait revenir je dirais à un scénariste et à un réalisateur normal, ce serait de faire des recherches sur cette période, justement. Et Tarantino, en fait, ce qui me fume, c'est que je sais pas, je ne connais pas la version officielle, mais je doute qu'il ait fait vraiment des recherches, parce qu'on voit qu'il y connaît rien, et on voit qu'il s'en fout complètement. C'est des films qui sont pas vraiment, on voit que Inglourious Bastard n'est pas vraiment un film sur la guerre, mais c'est un film sur les films sur la guerre, voyez-vous. Ça me fait rire à chaque fois les gens qui arrivent et qui disent oh tiens c'est anachronique, c'est machin. Oui, mais en fait il en a absolument rien à cirer. Sa seule source d'information à Tarantino, sa seule source d'information, son seul historien en fait, le mec n'a rien lu. Le mec n'a consulté aucun historien. Le seul truc que le mec a consulté, c'était des films en fait. C'était des films de guerre et c'était des films des westerns en fait.
Donc moi je trouve ça extrêmement drôle en fait comme concept. Je trouve ça assez original et assez marrant quoi. J'aime bien le fait de désobéir à la fameuse règle, à la sacro-sainte règle, comme quoi il faudrait absolument s'instruire sur l'époque dans laquelle tu fais ton film. Mais du coup, pour revenir sur les 8 salopards, comme je l'ai dit, les 8 salopards c'est un petit peu une suite spirituelle de Django Unchained. Et en même temps, c'est, je dirais, un film complètement aux antipodes. C'est un film qui va totalement à l'inverse. Et c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles je pense que le film a un petit peu moins séduit à sa sortie. C'est qu'en fait, eh ben, il passe derrière Django Unchained et en fait, Tarantino s'amuse à faire l'inverse. Et moi, c'est quelque chose que je trouve plutôt sympa, que ce soit chez Tarantino ou chez d'autres cinéastes. Je pense que les cinéastes doivent éviter à tout prix d'aller, disons, toujours plus loin dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que certains cinéastes tombent dans le piège, quand ils ont de l'argent, d'aller toujours plus loin, mettre toujours plus de figurants, toujours plus de décors, toujours plus de scènes, de faire des films toujours plus longs. Et là, bon, Les 8 salopards reste un film extrêmement long, on va pas se mentir. Cependant, enfin, c'est un film de la même durée que Django Unchained, donc oui, ça reste des films extrêmement longs. Cependant, on voit bien que là où il avait tapé un petit peu le plafond, il était allé jusqu'au bout, il avait fait des scènes d'action pas possibles, qui allaient vraiment à mort dans l'hommage à la série B, dans l'hommage au western, plein de trucs. Il a un peu comme tapé un plafond de verre. À un moment où il a fait Django Unchained, il a dit maintenant je vais essayer de revenir sur des bases un peu plus, on va dire, un peu plus calmes. Non, pas calme, c'est pas du tout le mot que je cherchais. Un petit peu plus différente, un petit peu plus. Je vais faire un film un petit peu plus posé, entre guillemets. On va pas partir dans des délires. Un film avec plus de figurants, plus de machin, c'est pas forcément un bon film. N'en déplaise à notre cher Ludovic, qui a essayé de réaliser son film Liberté et qui n'a jamais réussi. Et d'ailleurs, je doute qu'il s'agisse de la plus grande fresque de l'histoire du cinéma, hein, Liberté, réalisé par le Ludovic, je sais plus comment. Bref, la ref est merdique. Il faut que j'arrête de faire des refs comme ça. Mais du coup, oui, Les 8 salopards, c'est un film où clairement il décide. Là, c'est un film dont l'intrigue se passe sur une seule soirée. Il y a clairement une unité de temps. Hein. Ça se passe sur quelques heures en fait. Il y a clairement une unité de lieu parce que c'est un huis clos. Ça se passe dans un seul lieu. Alors oui, il y a le début du film où ils sont dans la calèche. Mais après, c'est les 30 premières minutes du film. Et au bout de 30 minutes, c'est un peu plus. Peut-être un peu plus. Je ne sais pas exactement. Au bout de 30-40 minutes, ils arrivent dans l'espèce de refuge. Ils arrivent dans l'espèce de refuge dans lequel va se dérouler en fait tout le film. Tout le film, tous les 2 heures qui suivent se déroulent intégralement là-dedans. Et ensuite, il y a une unité de personnages, clairement, parce que bon, bah, c'est dans le nom du film. Le film s'appelle Les 8 salopards. En vérité, il y a un peu plus de personnages. Je sais pas, je les ai pas comptés, mais il y en a entre 8 et 15, quoi. Et peut-être 20, peut-être 20. Ça peut taper les 20. Mais en tout, il y a vraiment il y a très peu de personnages dans le film, en fait. Et donc voilà, ça dénote complètement avec Django Unchained. En plus, c'est un film qui se permet d'être assez lent par moment. Alors pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est un film qui se permet de prendre son temps. Où les personnages, ils se permettent de se poser et on va juste entendre un petit peu le son du vent. Pour résumer un petit peu le principe du film, en fait, c'est 8 salopards qui vont se retrouver dans une espèce de refuge, alors ils sont, je sais plus exactement où ils sont. Je sais plus s'ils sont dans le Colorado ou dans le Wyoming, mais globalement, on est dans la montagne. Je crois que c'est le Wyoming. Je confonds toujours les deux, parce que c'est les deux États des États-Unis qui sont de forme carrée, là. Enfin, dont les frontières, c'est juste des carrés, ça ressemble à rien. C'est quoi ce pays, là? Ils sont dans le Wyoming, dans les montagnes du Wyoming, il neige, c'est l'hiver, et il y a un blizzard, voyez-vous, une tempête de neige pas possible dehors, et donc ils doivent s'abriter dans un refuge. Or, évidemment, quand on met, ça c'est quelque chose qu'on a bien vu pendant le confinement, quand on met 8 personnes dans la même pièce, qui doivent rester plusieurs heures ensemble, alors ils peuvent absolument pas sortir, hein. Il y a une grosse tempête, pas possible, c'est impossible de sortir, de survivre en fait. Forcément, ça crée des tensions, et forcément, quand les personnages en plus sont 8 tarés, et ben ça crée des tensions particulièrement intéressantes, et des tensions qui intéressent particulièrement Tarantino. Tarantino que je considère comme étant le 9e salopard. D'ailleurs, je dirais même que le 10e salopard, c'est nous, spectateurs, qui prenons un plaisir incroyable devant ce spectacle. Et du coup, c'est un film formidable, et encore une fois, c'est mon film préféré de Tarantino. Je trouve que, en plus d'être un petit peu plus original que les autres, il revient un petit peu, encore une fois, aux bases de son cinéma, que sont Reservoir Dogs, dont on parlait tout à l'heure. Reservoir Dogs qui était aussi un huis clos où les gens s'entretuaient. Et en fait, je trouve que en fait, je pense qu'on pourrait, moi je propose
je propose qu'on fasse un nouveau type de huis clos, qu'on détermine un nouveau type de huis clos. Je sais pas comment on peut l'appeler. Une sous-catégorie de huis clos où c'est les huis clos où les personnes s'entretuent. C'est-à-dire que moi je trouve ça assez intéressant parce que quand commence à y avoir un Maccabée dans la pièce, et ben finalement ça crée un élément du décor. Je dis pas ça pour rigoler, c'est quelque chose de totalement vrai et c'est quelque chose qui était exploité dans Reservoir Dogs. Mais c'est quelque chose qui est aussi exploité dans Les 8 salopards. Et je trouve qu'en fait, c'est quelque chose de plutôt sympa, en fait, cette petite réification des êtres humains. Hein. Finalement, c'est un peu comme l'esclavage. Finalement, on pourrait dire que l'esclavage, ça tue les gens. Que tuer les gens, ça crée de l'esclavage. Et du coup, pour revenir sur Les 8 salopards, parce que de base, c'était un peu ça le sujet, comme je l'ai dit, c'est un huis clos un peu théâtral. Il y a un style un peu théâtral. Donc, je sais que Tarantino avait projeté à une époque d'en faire une pièce de théâtre. Chose qui, à ma connaissance, n'a pas encore été fait. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Je sais que Reservoir Dogs a parfois été adapté au théâtre. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont amusés à rejouer Reservoir Dogs comme une pièce de théâtre. Ce que je trouve être une idée assez sympa, mais ça s'est jamais fait de façon officielle. Et évidemment, la principale source d'information qu'il va citer, ce ne sera pas un western. Même si le film est un petit peu un western, le film, enfin, les 8 salopards, ce n'est pas du pur western. On peut pas dire que le western est le genre principal du film. On est un peu sur un film d'horreur. Parce qu'en fait, aucun de ces personnages ne se fait confiance. Il y en a qui cachent un petit peu leur jeu. Encore une fois, on retrouve un petit peu le théâtre finalement. Parce que certains personnages sont des acteurs qui vont se mettre dans la peau d'autres personnages. Et du coup, la source d'inspiration principale, ce sera The Thing. Film dans lequel on retrouve la neige. Enfin, c'est plutôt la glace du pôle Nord ou du pôle Sud, je sais plus. Je sais même plus où se passe The Thing. Mais le pôle Nord, on est d'accord qu'au pôle Nord, il n'y a pas de neige. En tout cas, selon Google Maps, au pôle Nord, il n'y a pas de neige. Et Google a toujours raison. C'est prouvé scientifiquement. Les GAMAM ont toujours raison. Décidément, j'ai du mal. Les GAMAM ont toujours raison. Les Américains et les GAMAM ont toujours raison. C'est prouvé scientifiquement par les scientifiques. Mais du coup, dans The Thing, on a encore ce truc, cette ambiance un petit peu angoissante. C'est un film d'horreur que je trouve absolument formidable parce qu'on a vraiment ce truc où on ne peut faire confiance à personne. The Thing, qui est un film des années 80, de la fin des années 80, 87 pour être exact. Je sais pas si je l'ai dit, je l'ai pas dit, je crois. Il y a vraiment cette ambiance, je trouve, extrêmement oppressante et où les personnages sont coincés. En fait, ils sont coincés et voilà. Et d'ailleurs, Ennio Morricone a composé les musiques de The Thing. Il avait été rappelé par Tarantino pour composer les musiques des 8 salopards. C'est d'ailleurs le seul film de Tarantino qui possède des musiques originales. Une bande-son originale, d'habitude, il préfère, voilà, créer sa propre bande-son avec des musiques qui existent déjà. Ces films doivent coûter une blinde en droit d'auteur, mais il fait tout le temps ça d'habitude. Et là, cette fois-ci, il a fait confiance à Ennio Morricone, qui a composé la musique de beaucoup de films qui l'inspirent, qui est quand même un compositeur iconique, enfin qui est le compositeur iconique des western spaghetti, qui a composé les thèmes de western les plus connus du monde. Bref, je ne vais pas présenter Ennio Morricone, c'est débile, c'est comme présenter Tarantino, tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'a vu. Mais du coup, il y a des bandes son qui avaient été composées par Morricone pour The Thing, qui n'avaient finalement pas été utilisées dans The Thing, et que Tarantino a repris pour remettre dans Hateful Eight, et je trouve que ça passe particulièrement bien. Ensuite, on peut parler des westerns dans la neige, parce qu'il y a un style de western comme ça, c'est les westerns dans la neige. Et dans les westerns spaghetti qui se passent dans la neige, il y a évidemment le film de référence, c'est Le Grand Silence, réalisé par Sergio Corbucci, qui est un film assez sympa, avec des acteurs, avec Klaus Kinski et Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant. Et c'est un film assez magnifique, je trouve, Le Grand Silence, qui se passe aussi dans les montagnes de je ne sais pas quel état des États-Unis, dans la neige absolue, et on a vraiment ce truc où la neige en elle-même, c'est limite un personnage du film, la neige, c'est le truc qui est présent partout, face auquel on ne peut pas lutter. Les personnages, ils ont vraiment du mal à avancer dans la neige, il y en a qui crèvent de froid, ça représente un peu la frontière, parce que le Grand Silence se déroule dans une espèce de ville qui est un peu au milieu des montagnes. Clairement, la neige, ça représente bien le mur blanc qui entoure la ville, un peu de la même manière qu'on a un mur blanc qui entoure le refuge dans les 8 salopards. Du coup, Sergio Corbucci, le réalisateur du Grand Silence, c'est un réalisateur italien de western qui fait partie du coup de la team des 3 Sergio. Alors si vous voyez pas c'est quoi les 3 Sergio, c'est 3 réalisateurs italiens qui s'appelaient Sergio et qui ont fait des westerns. Donc en fait c'est évidemment Sergio Leone, qu'on ne présente plus, c'est Sergio Corbucci,
dont on parle actuellement, et l'autre c'est Sergio Solima, qui est un petit peu moins connu. Et du coup, Sergio Corbucci, il a fait pas mal d'autres films assez intéressants. Il a fait un film qui s'appelle Navarro Joe. Voilà, si vous voulez savoir d'où vient l'idée des personnages qui gravent une espèce de symbole sur le front de leurs prisonniers dans Inglourious Bastard avec un couteau, l'idée vient de Navarro Joe en fait, où du coup le personnage de Navarro Joe, c'est un espèce d'Indien, et le mec il se venge en fait, il se venge de gens, et quand il décide d'épargner la vie de ses ennemis, il leur grave juste sur le front des signes indiens, là, des trucs indiens. D'ailleurs l'acteur est même pas indien, mais il a même pas une tête d'indien, mais c'est un indien, voilà. C'est un indien parce qu'il l'a dit et parce qu'il grave le signe indien. C'est la preuve infâme qu'il est infâme. Voilà, le lapsus. Le lapsus absolu. Et ensuite, Sergio Corbucci, c'est aussi le réalisateur du film original Django, sorti en 66. Parce qu'il faut savoir que Django, en fait, alors de base, donc il y a ce film qui s'appelle Django, qui est sorti en 66. Il y a une scène assez connue dans Django, du coup, où du coup tu as ce personnage principal qui s'appelle Django, qui est un peu une réinterprétation du personnage de l'homme sans nom, du anti-héros, du coup, et qu'il se trimballe un peu partout. Le mec se trimballe partout avec lui avec un cercueil. Le mec se trimballe avec un cercueil, personne ne sait ce qu'il y a dedans, personne ne sait qui il y a dedans, personne ne sait pourquoi, et donc personne n'ose approcher le gars. Et en fait, au bout d'un moment, le gars s'embrouille avec des personnages, il prend son cercueil, il l'ouvre, et il sort une grosse mitraillette. Et il tire sur tout le monde. Et étant donné que c'est un film qui a beaucoup marché à l'époque, et que le prénom Django en fait est un prénom libre de droit. En fait, il y a plein de films qui ont voulu surfer sur la vague Django et qui se sont fait passer un peu pour la suite du film Django. Et du coup, alors il y a plein de films Django. Il y en a un qui s'appelle Django prépare ton cercueil. Il y en a un qui s'appelle Django tire le premier. Django machin, Django machin. Et finalement, je crois qu'il y a eu une suite officielle à Django l'original. Du coup, Django 2, le retour. Et du coup, en tout, il y a eu, mais je ne déconne pas, il y a peut-être eu une quarantaine de films Django. Si vous voulez, alors sur Wikipédia, il y a une page qui répertoriait tous les films. Et jusqu'à dans les années, je crois, 70, 80 peut-être même, début 80 il me semble, il y a des films Django machin. Et on imagine assez aisément que Tarantino, qui consommait, oui, le mot est exact, le mec consommait plein de films comme ça, de série B, plein de westerns un peu à la con qu'il voyait dans les cinémas. On peut imaginer que Tarantino a s'est bouffé pendant toute son enfance tous les films Django machin, et donc l'idée du nom du film Django Unchained vient de là en fait. Django Unchained, la volonté c'est de s'inscrire du coup dans la continuité de ces films Django machin, et en fait d'y mettre fin, de conclure on va dire avec un film, finalement c'est le film le plus connu de tous les films Django, plus que le Django original. D'ailleurs, bon, c'est une anecdote assez connue, mais l'acteur original de Django fait un caméo dans Django Unchained. Mais du coup, en fait, il faut savoir que du film Django Unchained, ça vient d'un scénario qu'avait écrit un type qui sortait avec sa mère à une époque. Voilà, avec la mère de Tarantino. Voilà, c'est l'info du jour. C'est l'info du jour et vous n'avez même pas besoin de payer pour avoir l'info. D'ailleurs, il faut savoir que Tarantino a repris cette idée, mais il n'a rien payé. Il a rien payé. Comme quoi, comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin. Un pauvre garçon, quoi. Mais tant mieux s'il est heureux. Autrefois, c'est le genre de personnes qu'on détestait. Et maintenant, on laisse passer.